Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire dont on va évoquer l'évolution de la F-Gaz version 3. Voilà. Donc ce sont les nouvelles réglementations européennes sur les fluides frigorigènes qui sont mises en place depuis février. Les acteurs de cette réunion seront Jean-Marc, qui est à ma droite, Jean-Marc Guitard, notre directeur technique et PDG. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons évoquer le règlement européen 2024-573, qui est donc plus communément nommé F-Gas 3, troisième version de ce règlement européen, avec quelques changements en perspective. Nous allons aborder plus précisément les incidences ou les conséquences de ce règlement sur le SAV en air conditionné véhicule et en SAV froid routier, même si je sais que dans le froid routier, donc un certain nombre d'entre vous ont déjà eu des informations via les distributeurs de fluides. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un règlement, ce n'est pas une directive, ça veut dire que c'est un document qui est imposé donc à la communauté européenne. Il traite notamment des fluides frigorigènes, mais pas que, mais d'une manière plus générale, tous les gaz à effet de serre fluorés. Donc, il abroge le précédent règlement qui, je vous le rappelle, date de 2014. Il a été adopté, comme vient de vous le dire Fabrice, en février 2024. Et donc, il est rendu applicable et obligatoire dans tous les pays membres de la communauté européenne depuis le 11 mars 2024. Alors, ce document sera disponible donc sur le site Les News by Ecoclim. Vous aurez l'intégralité de ce document. Ce qu'on va voir ce matin, c'est surtout les principales incidences donc, de ce règlement sur nos activités en air conditionné véhicule et en froid routier. C'est donc surtout ce qui nous intéresse. Ça. Voilà, on va passer donc au menu de ce règlement. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'édition de ce règlement impose une révision du Code de l'environnement, puisque je vous le rappelle, le Code de l'environnement est le document français qui aujourd'hui gère, je dirais, l'ensemble des activités sur la distribution et la manipulation des fluides frigorigènes, HFC ou les mélanges HFC-HFO. Les différents sujets que nous allons traiter, donc d'abord, voir que ce nouveau règlement, il implique toute la filière des fluides frigorigènes. Tous les fluides frigorigènes sont concernés par ce règlement, que ce règlement donc introduit de nouveaux quotas de production et que ces quotas de production créent quelques incertitudes sur la disponibilité de certains fluides frigorigènes. Et donc, bien sûr, la question va se poser de savoir quelles sont les solutions pérennes pour l'avenir des systèmes chargés aujourd'hui avec du 134A pour la climatisation ou du 404A ou du 452 pour derrière le froid routier. Bien sûr, ce règlement, implique certains changements pour les entreprises, pour ce qu'on appelle les opérateurs qui manipulent ces fluides. Alors, ceux qui sont déjà titulaires de l'attestation de capacité n'auront pas derrière de gros changements par rapport à ce qu'était donc le précédent règlement, la F-Gaz 2. De même pour les techniciens. Par contre, pour ceux qui vont rentrer derrière dans cette réglementation, pour ceux qui vont donc devoir faire les démarches d'attestation de capacité et d'attestation d'aptitude pour les techniciennes, il y a quand même pas mal de changements. Et puis Fabrice vous présentera derrière le support EcoClim, ce que nous vous proposons pour vous accompagner derrière au quotidien dans la mise en place ou tout au moins dans la réponse à ces obligations et à ces directives. Et puis, nous traiterons vos questions. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de traiter toutes vos questions, mais soyez rassurés, la présentation qu'on vous fait ce matin sera disponible sur notre site. Et de même, l'ensemble des questions seront disponibles sur la foire aux questions. Il est quand même indispensable d'expliquer quelle est un petit peu la philosophie, ou tout au moins, je dirais, l'origine de ce règlement, puisqu'on est à la F-Gaz, troisième édition de ce document. Tout a commencé au milieu des années 80, avec bien sûr la découverte du trou de la couche d'ozone causé notamment par les fameux chlorofluorocarbonés et le fameux R12 que les plus anciens d'entre vous ont connu sur les installations d'air conditionné véhicules et autres. Et puis derrière, les différentes instances qui se sont réunies lors du protocole de Montréal, du sommet de la Terre à Rio, ou du protocole de Kyoto, et qui ont donné naissance en 2006
au règlement 842/2006 qu'on a appelé la F-Gas 1. Donc, l'ensemble de ces dispositions ont été traduites en 2008 dans le Code de l'environnement et ont imposé pour donc, nos entreprises, pour les entreprises qui manipulent les fluides frigorigènes, l'obtention d'une attestation de capacité et d'aptitude pour les techniciens, avec 5 catégories identifiées pour derrière donc, la manipulation des fluides. Donc aujourd'hui, on va essentiellement traiter de la catégorie 5 pour ce qui touche donc, qui concerne la climatisation véhicule et la catégorie 1 en ce qui concerne le froid routier. En 2014, un nouveau règlement est arrivé, avec donc, bien sûr, l'ajout de nouvelles substances HFC. Et puis, bien sûr, comme on vient de vous le dire, et c'est l'objet aujourd'hui de notre rendez-vous, le règlement derrière qui a été donc voté il y a donc maintenant quelques semaines. Y aura-t-il un nouveau règlement ou pas? Très certainement, puisque si vous voulez, les instances vont se retrouver à période régulière pour à la fois savoir si les dispositions qui ont été mises en place donc, sont applicables, sont derrière donc aujourd'hui raisonnables ou pas, et décider de nouvelles donc, décisions dans les temps à venir. Donc, comme je vous le disais en préambule, tous les fluides frigorigènes sont concernés. Ce règlement donc reprend dans ces différents articles, dans ces différentes lignes, l'ensemble des fluides frigorigènes, que l'on parle derrière donc de HFC R134A, que l'on parle derrière de mélange HFC HFO 452, mais que l'on parle aussi d'HFO pur, le 2,3,4-Kf notamment, ou que l'on parle derrière de ce qu'on appelle aujourd'hui les fluides naturels. Je pense notamment au R744, ou d'autres fluides qui sont utilisés sur le marché. Je pense au Duracool, au Deepcool, qui sont aujourd'hui utilisés par certains donc, réparateurs. Tous ces fluides-là sont concernés par ce règlement. Plus précisément, ce règlement il concerne tous les systèmes d'air conditionné véhicule, que l'on parle derrière donc d'un tracteur agricole, que l'on parle donc d'un camion, que l'on parle derrière d'un engin de TP. Ils sont tous considérés, donc ils sont tous concernés par ce règlement. Idem pour donc, les groupes du transport frigorifique, que l'on utilise du 134A, du 404A ou du 452, tous les groupes sont concernés. Alors, comme je vous le disais aussi en préambule, de nouveaux quotas de production ont été donc mis en place, euh, et donc une nouvelle réglementation, plutôt un renforcement de la réglementation, a été aussi initié. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quels sont les objectifs de cette F-Gaz. Quelle est donc son essence, vers quoi elle veut tendre, cette F-Gaz. Et puis quels sont les fluides frigorigènes concernés par les quotas. Et on verra ensuite les modifications ou l'évolution de la réglementation sur notamment les fluides HFC. Le premier objectif de cette réglementation, c'est freiner l'évolution des changements climatiques. Il n'est pas besoin donc de vous expliquer ce que sont les changements climatiques. Je crois qu'on est suffisamment aujourd'hui informé à travers les médias donc, de ces changements climatiques qui sont maintenant donc, visibles et qui sont ressentis sur l'ensemble de la planète. Donc, l'objectif est vraiment derrière de cette F-Gas 3 de réduire les émissions de CO2 et notamment les émissions de CO2 qui sont liées derrière donc, à l'utilisation des hydrofluorocarbonés pour avoir une bonne représentation de l'impact que peut avoir un fluide frigorigène sur l'environnement. Prenons l'exemple d'1 kg de R134A. Aujourd'hui, quel est l'impact de ce kilogramme de R134A lorsqu'il se retrouve dans l'atmosphère? Il faut savoir que ce kilogramme de R134A, il correspond, si vous voulez, à la distance donc, ou à la consommation derrière un carburant, ou à l'émission, si vous voulez, derrière donc, en CO2 d'un véhicule qui va parcourir 10 000 km. Ça correspond, si vous voulez, à une voiture qui en moyenne consomme 4,8 litres de diesel au 100 et qui va donc émettre 1430 kg donc, de CO2. Donc c'est quand même assez considérable. Donc l'objectif, c'est vraiment réduire l'impact de ces HFC sur le climat. Et bien sûr, privilégier l'utilisation de fluides frigorigènes avec un pouvoir de réchauffement global, donc, ou un GWP pour les anglo-saxons, qui est beaucoup plus faible.
Vous avez là donc un schéma qui est tout à fait derrière compréhensible. Donc c'est 1 kilogramme de 134A, dont le pouvoir de réchauffement global donc, correspond à 1430 kg de CO2. Si je prends donc le R134YF HFO, qui est introduit maintenant sur la totalité des véhicules de tourisme, ben, pour 1 kg, on est à 4 kg de CO2. Si je prends le R744, qui est pour l'instant très peu utilisé en automobile, on est à 1 kg. Donc l'objectif, c'est vraiment de basculer vers ces fluides frigorigènes-là. Mais il y a d'autres objectifs, parmi lesquels notamment stopper les importations illégales. Il est vrai, et nous avons donc largement donc, sensibilisé à ces importations illégales avec Fabrice lors des différentes journées techniques EcoClean euh, auxquelles nous avons rencontré donc ou desquelles nous vous avons rencontré sur l'ensemble du territoire. Il est vrai qu'on s'est aperçu ces dernières années qu'il y avait quand même pas mal de fraude sur l'importation illicite de ces fluides frigorigènes, hein. La presse donc, nationale et internationale donc, ça a suffisamment publié d'articles là-dessus, notamment en 2018 en Croatie, avec des saisies des douanes, en Bulgarie, hein, où 78 tentatives derrière de contrebande en 2018 ont été relevées par les douanes bulgares. En 2019 en Grèce, en Pologne, où en 2019, la même année, donc la répression polonaise a pu mettre la main sur 107 tonnes de HFC illégaux, qui sont souvent derrière donc importés sous le couvert d'une autre substance, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un récent rapport de l'EIA, donc, qui est l'Agence européenne d'investigation. Vous pouvez aller sur leur site, vous allez voir, les informations sont à la fois intéressantes et vous avez quelques vidéos qui sont présentées, ne sont pas très rassurantes parce que selon eux, cette nouvelle F-gas, qui va, vous allez le voir, est assez contraignante au niveau de la production, mais aussi de l'importation, et met en place des quotas assez sévères, ben, risque d'avoir des effets inverses et a de fortes chances d'amplifier le phénomène de contrebande. Souhaitons que non, mais pour le moins, donc, le IA donc, souligne ce risque. Les nouveaux quotas, ben, les nouveaux quotas, vous les avez là. On les a résumés, bien sûr. Ils sont assez sévères, puisqu'il faut imaginer qu'entre 2023 et 2030, la production de ces hydrofluorocarbonés va être divisée par 9. Alors, la baisse des quotas, on l'entend non pas en kilogrammes, mais donc en équivalent donc, tonnes CO2. Vous allez comprendre tout à l'heure donc les incidences donc de ces quotas en tonnes équivalent CO2. En gros, si vous voulez, par rapport à la précédente donc F-gaz 2, on va se retrouver sur la période 2025 à 2026 avec une baisse de nos quotas de 21%, 49% entre 27 et 29, pour arriver à une baisse de 75% à l'aube de 2030 et 2032. L'objectif de cette F-gaz 3 étant donc un arrêt total de la production de ces hydrofluorocarbonés à l'aube de 2050. Les HFO purs, notamment le R234YF, ne sont pas concernés. De même, le R744 n'est pas concerné par ces quotas. Par contre, les HFC purs, ou les mélanges donc, de plusieurs HFC, je pense au 134A ou je pense au 404A, qui est un mélange donc, de 3 hydrofluorocarbonés, sont directement concernés. Et là, donc, on a mis un feu rouge parce qu'on rentre, vous allez voir, dans une période assez délicate quant à la disponibilité de ces fluides. De même pour le 452A, qui est un mélange de HFC et de HFO, puisqu'il contient une partie non négligeable de HFC. De même pour le 456A, qui est un fluide frigorigène qu'on évoquera tout à l'heure, qui est lui donc proposé comme substitut du R134A. On va revenir un petit peu donc en arrière pour voir ce qui s'est passé ces dernières années en ce qui concerne le R134A. Comme vous le savez, depuis 2013, il a été introduit sur donc, les nouveaux modèles de véhicules. À l'origine, c'était 2011, mais en 2011, malheureusement, les constructeurs se sont trouvés dans l'impossibilité de charger les véhicules au R134YF parce qu'ils n'avaient pas de disponibilité sur la substance. Donc les premières charges ont démarré en 2013 et depuis 2017, tous les véhicules
dans la communauté européenne sont chargés soit avec du R1234YF, soit quelques véhicules au 744, mais tout au moins n'utilisent plus de fluide frigorigène R134A. En ce qui concerne les matériels donc hors véhicules légers, véhicules utilitaires, c'est-à-dire donc les machines agricoles, les engins de TP, les bus, mais on peut parler aussi des aéronefs, hélicoptères et avions. Il faut savoir que le règlement donc F-Gaz 2 n'avait pas défini de date donc d'arrêt de l'utilisation et que cette date d'arrêt n'est pas non plus définie dans le règlement F-Gaz 3. Ce qui veut dire qu'on peut donc tout à fait continuer à charger au R134A tous ces matériels-là, mais que cela va s'arrêter rapidement. Vous allez voir donc pourquoi. Alors, en ce qui concerne la maintenance des climatisations des véhicules, véhicules légers, véhicules industriels et tous les matériels mobiles qui sont aujourd'hui chargés avec du R donc 134A. Euh, on se pose quelques questions parce que les quotas qui ont été mis en place, qui vont être mis en place, vont amener à une réduction donc de la production du 134A et que bien sûr on se pose de nombreuses questions sur la disponibilité de fluide vierge qui va être donc incertaine, très tendue à partir de 2025, mais très incertaine à partir de 2026. Alors bien sûr, on aura toujours accès au régénéré et au recyclé. En ce qui concerne le froid routier, donc depuis 2020, il n'y a plus de charge sur les engins neufs, donc au R404A. Euh, ce renseignement pris ce matin donc auprès d'un de vos confrères, donc concessionnaire Carrier, depuis 2018, me semble-t-il, les groupes froid routier de chez Carrier Transicole ne sont plus chargés au 404A depuis 2018. Donc, ben, cette substance-là, par contre, elle est interdite, donc, si vous voulez, sur de la charge neuve depuis 2020, mais elle se retrouve encore de manière importante, puisqu'on considère en gros que 50% du parc en froid routier est équipé au 404A. Et vous voyez qu'il a quand même un pouvoir de réchauffement global donc assez élevé. 1 kg de 404A, c'est 3900 kg donc, de CO2. Pour la maintenance de ces matériels qui seront donc équipés au 404A, alors on a quelques tensions parce que à partir de 2032, il y aura l'interdiction totale de l'utilisation du fil vierge pour la maintenance avec un PRG supérieur à 750. Ça devrait globalement passer, puisque compte tenu de la durée de vie d'un groupe, les derniers ayant été chargés en 2018, on va arriver en 2030, donc on devrait arriver à passer, mais c'est évident que la situation va être quand même relativement tendue. Il y aura donc des incertitudes, bien sûr, sur la disponibilité de ce fluide, comme sur celle du 452A, même si le 452A est un mélange de HFC et de HFO, puisque vous voyez que donc il y a quand même 59% de R125 qui, lui, est un HFC. Donc le 452A, on sait que également, à partir de 2032, du fait que son pouvoir de réchauffement global est supérieur à 750, il ne sera plus disponible en vierge. Et donc là, ça va poser quelques donc, questions de savoir quelles seront les solutions pour pouvoir continuer à faire fonctionner les groupes avec cette substance-là. Donc, comme je vous le disais, des incertitudes sur la disponibilité de certains fluides frigorigènes, directement donc, liées à l'impact des quotas de production qui ont été imposés par cette F-Gaz 3. Donc, on reprend le schéma de tout à l'heure, avec, vous le voyez, une production qui va être divisée par 9 entre 2023 et 2030, avec une situation qui va être très tendue dès 2025. Vous avez là un graphe intéressant. Vous voyez donc tout en haut, derrière de ce graphe, le premier escalier qui correspond au quota qui avait été mis en place par la F-Gaz 2, puis juste au-dessous, les nouveaux quotas qui ont été imposés, qui sont imposés par la F-Gaz 3, et juste au-dessus, la courbe donc de couleur jaune qui correspond aux besoins. Et on s'aperçoit effectivement que plus le temps passe, plus on s'approche de 2030, et plus l'écart entre derrière donc la disponibilité et les besoins, derrière donc se tendent. Donc il va y avoir forcément une forte baisse des volumes de production et une offre bien plus faible que la demande.
Heu, Voici un schéma qui fait donc derrière, assez peur puisqu'on s'aperçoit que aujourd'hui on arrive donc la situation est assez donc pérenne, mais que dès 2025 on va se retrouver dans une situation beaucoup plus tendue, 2026-2027 et puis donc plus on va s'approcher derrière donc de 2030 et de surcroît de 2050 et plus la situation va devenir tendue pour s'approvisionner les hydrofluorocarbonés, y compris leur mélange HFC plus HFO. Tout cela va engendrer une augmentation prévisible des tarifs, puisque la baisse des volumes de production va s'accompagner donc forcément d'une offre bien plus faible que la demande, et que de surcroît, à partir de 2025, les importateurs donc, devront payer des quotas. Nous sommes nous-mêmes donc distributeurs et importateurs de fluides frigorigènes. Les conséquences ne sont pas négligeables puisqu'on les a déjà mesurées et l'impact sur 1 kilogramme de R134A est aux alentours des 3 €, 3,50 €. Le constat étant dressé, quelle solution s'offre à nous pour l'avenir des systèmes chargés aux hydrofluorocarbonés? Pour analyser ces solutions, il faut d'abord établir, donc bien poser la problématique, analyser les solutions alternatives et bien sûr, on va évoquer le R456A, dont nous avons déjà donc parlé au cours des journées techniques Ecoclim l'an passé avec Fabrice, et pour lequel nous avons donc déjà publié un certain nombre d'articles, notamment donc sur donc les news Les news. Ecoclim. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le parc des véhicules légers, véhicules utilitaires, poids lourds, donc est quand même massivement équipé aujourd'hui ou chargé au R134A. Le parc roulant âgé donc des véhicules légers en France est donc de plus de 11 ans. Heu, Comme vous le savez, le niveau de fuite dans ce type de matériel est quand même relativement élevé. Donc la part de R donc de 3,4YF reste quand même, une part moins importante au global si on prend les 3 types de véhicules, c'est-à-dire les véhicules utilitaires industriels et les véhicules légers, celle au 134A. Et le parc de R744 équipe très peu de véhicules, le fameux CO2, équipe quelques véhicules chez donc Mercedes, Audi, mais on parle de quelques véhicules, c'est la part de marché est relativement faible. Buse et Autocar, le parc est totalement ou en quasi-totalité au 134. Il y a quelques applications au 407C, dont le point de réchauffement global est de 1774. Et problème derrière, donc, pour utiliser le R1,234YF, c'est qu'il est classé A2L, donc si vous préférez, il est légèrement inflammable. Certains véhicules neufs commencent à utiliser le R744. En fait, ce sont des systèmes à double circuit. Vous avez un circuit au 744 avec la machine frigorifique qui est située sous le véhicule et un double circuit avec un fluide caloporteur qui, lui, va circuler dans le véhicule. Le niveau de fuite donc sur ces matériels, sur le parc bus et autocar, il est quand même relativement faible parce que les fréquences d'entretien sont quand même donc assez soutenues. Concernant les matériels agricoles, les engins de travaux publics et de manutention, plus largement, aujourd'hui, j'ai mis 99%, mais j'aurais pu mettre 99,99%. La quasi-totalité du parc est encore au 134A. Bon nombre de constructeurs continuent à utiliser le 134A. Alors, il y a une mutation qui est en train de s'opérer. On est en train de voir qu'effectivement, donc, chez les constructeurs agricoles, travaux publics et manutention, il y a un basculement progressif au R1,234YF, mais le 134A continue à toujours majoritairement à toujours être utilisé par les constructeurs. Et on s'aperçoit quand même que sur ces matériels-là, qui sont donc soumis à des fortes contraintes de vibration, le niveau de fuite reste quand même élevé. En ce qui concerne les aéronefs, on parle là des hélicoptères et des petits avions de tourisme. Le parc est aujourd'hui à 100% au 134A. Et à ce jour, le 1,234, donc, d'après les renseignements que nous avons et les constructeurs avec lesquels nous avons des échanges, il n'est pas chargé. Il pose un problème, ce fluide, puisque, comme je vous l'ai dit, il est classé en A2L, donc il y a une légère inflammabilité. Le niveau quand même de fuite sur ces matériels-là, qui sont donc également
soumis à des contraintes d'entretien et de maintenance, le niveau de fuite reste assez faible. Dans le froid routier, le parc donc le plus ancien est chargé au 134A, au 404A, pardon, comme je vous l'ai dit, depuis 2020. Alors 2018-2020, les nouveaux matériels sont chargés au 452A. On estime en gros que le parc, c'est moitié-moitié, moitié 404A, moitié 452A. Le 134A est aussi utilisé sur des petits véhicules pour du froid positif. Donc, certains matériels donc, ont été reconvertis ou sont reconvertis du 404A au 452 et on considère quand même que le niveau de fuite est assez faible. Bien sûr, la première solution, c'est de privilégier la récupération et le recyclage. Aujourd'hui, que ce soit en climatisation ou que ce soit en froid routier, on sait récupérer, recycler et réutiliser ces fluides frigorigènes. Que ce soit du HFCR 134A, que ce soit du HFO R1234YF, ou que ce soit les fluides frigorigènes utilisés sur les groupes frigorifiques dans le froid routier, R404A ou R452A. Aujourd'hui, le retour d'expérience que l'on a sur ces fluides, récupérés et recyclés, est excellent et on est donc tout à fait en mesure donc, de pouvoir les réutiliser en circuit court. Utiliser un fluide frigorigène alternatif. Donc, c'est le cas, comme je vous l'ai dit, notamment donc, dans le froid routier, puisque certains groupes ont été reconvertis du 404A au 452A. En ce qui concerne maintenant derrière donc, le 134A. Alors là, on va le voir, donc on se pose pas mal de questions. Et pour l'instant, nous n'avons pas donc de conviction sur le fluide frigorigène qui pourra être, je dirais, un substitut, donc avec une vision long terme, du 134A. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de modifier le circuit pour le faire passer du 134A au 1234YF. Mais cette modification n'est pas autorisée donc, sans le remplacement de certains donc, composants, notamment derrière donc, les flexibles sur lesquels sont montées les prises de charge, notamment s'assurer derrière donc, d'un certain nombre de points qui concernent la sécurité compte tenu de la légère inflammabilité de ce fluide, et notamment donc, le lubrifiant qui est contenu dans le compresseur. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas chose facile. Je vous rappelle, pour la petite histoire, que euh, lorsque on a imposé aux constructeurs automobiles en 2017 de passer avec un autre fluide que le R134A, le constructeur Mercedes a refusé au départ de charger ses véhicules au R234YF et pendant quelques mois a livré sur le marché des véhicules équipés au 134A, ce qui a créé des tensions derrière, donc, puisque les pouvoirs publics français refusaient l'immatriculation de ces véhicules et que Mercedes, par la suite, a proposé des kits de reconversion pour pouvoir rétrofiter les véhicules du 134A ou 134YF. Donc c'est faisable, mais ce n'est pas une solution facile à mettre en œuvre. Alors il y a bien sûr la solution qui est présentée donc aujourd'hui par quelques producteurs de fluides frigorigènes, qui est celle du 456A. C'est une solution qui est donc de plus en plus évoquée. Le 456A, en fait, c'est un mélange de HFC et de HFO, dont vous le voyez, le PRG, le pouvoir de réchauffement global, est de 626. Comparé au 134A, bien sûr, c'est beaucoup plus faible. Et si vous vous rappelez tout à l'heure de ce que je vous ai présenté, avec la date fatidique de 2032, où on fixe un GWP à 750, effectivement, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus long terme et une meilleure pérennité sur l'utilisation de ce fluide. Il est effectivement moins polluant que le 134A. Sa composition, ben, vous l'avez là donc, sous les yeux, il est quand même à 45% composé derrière de R134A, ce qui veut donc dire qu'il faut quand même que cette substance soit disponible pour pouvoir fabriquer du R456A. Et donc, il est composé après donc, de 49% de l'hydrofluoroolefine, qui est le R134 donc, Z2, et de 6% de R32, dont le PRG est en dessous de 750 à 675. Il est classé en A1, ça veut dire qu'il n'est pas, donc il est ininflammable. Il est, je dirais, ininflammable comme l'est le R134A. Quelles sont ses performances? Selon les producteurs, aujourd'hui, les essais qu'ils ont menés leur assurent qu'il y a une totale compatibilité et performance entre le 456A et le 134A. Cela reste à prouver.
La SAE, Society Automotive Engineers, est en train donc d'éditer ou travaille sur une norme qui sera la J3306, qui détaillera les performances de ce 456A. De même, cette norme devrait préciser quelles seront les conditions de mise en œuvre de ce R456A sur un système OR134A. On se pose quand même quelques questions parce que imaginez que sans changement des prises de charge, comment identifier par la suite qu'on a chargé avec du fluide 456A? On ne pense pas qu'une simple étiquette donc collée sous le capot moteur ou à proximité des prises de charge, qui va disparaître au bout de quelques mois, sera suffisante. Donc, plein de questions se posent autour de ce fluide. Il va aussi nécessiter l'investissement dans un nouvel outillage pour le manipuler. Que fait-on du 134A qu'on a récupéré, qu'on a extrait du véhicule? Est-ce qu'on le renvoie vers le distributeur qui, lui, va le renvoyer vers le producteur pour le mélanger, pour le recycler, le mélanger, donc de manière à obtenir du 456A? Est-ce qu'on le garde pour le recharger dans d'autres véhicules? La question se pose. Mais d'autres questions se posent sur ce fluide. Est-ce que ce sera le seul fluide du marché? Est-ce que d'autres producteurs ne vont pas proposer, et c'est le cas, donc on le sait déjà avec les quelques informations qu'on a pu avoir, d'autres fluides frigorigènes dont les mélanges seront légèrement différentes et qui seront totalement compatibles eux aussi avec derrière donc les systèmes au 134A. Est-ce que donc la communication qui va être faite auprès de la profession ne va pas derrière donc semer la confusion sur l'utilisation de tel ou tel fluide? On se pose vraiment pas mal de questions. Aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, le Conseil d'Écoclym, c'est du fait que ce fluide n'a pas été validé par les équipementiers. Pour l'instant, aucun équipementier, je pense à des gens comme Sanden, des sociétés comme Denso, des sociétés comme Valeo, des sociétés comme Baer, qui sont quand même donc les principaux équipementiers du marché, ne se sont pas positionnés officiellement sur l'utilisation de ce fluide. De même, les constructeurs de véhicules ou de machines donc agricoles ou d'engins de travaux publics ne se sont pas positionnés sur ce fluide. La SAE n'a pas émis de normes donc dans l'immédiat. Pour nous, donc, il est urgent d'attendre, puisque lorsque vous allez utiliser ce 456A, vous allez engager votre responsabilité de réparateur. En cas de litige, vous prenez un cas très simple, vous chargez du 456A sur un véhicule, quelques jours après, donc, le compresseur donc, a lâché, ce qui n'est pas forcément lié derrière l'utilisation du 456A. Est-ce que le client ne va pas derrière se retourner contre vous en vous disant ben, écoutez, vous, réparateur, vous avez utilisé du 456A alors que sous le capot moteur de mon véhicule, le constructeur de véhicule préconise d'utiliser le R134A. Donc, ça risque de poser quelques problèmes. On vous a cité les prises de charge, donc l'étiquetage, donc le risque de voir d'autres flux de frigorigène arriver sur le marché. Donc, notre position aujourd'hui, c'est donc d'attendre. On n'est pas opposé à l'utilisation ultérieure de ce fluide, mais on souhaite quand même donc attendre. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de pénurie de 134A. Le marché est tendu, on le sait. Le marché sera beaucoup plus tendu en 2025 et, je dirais, très difficile en 2026. Mais à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de tension sur la disponibilité de ce fluide. Nous allons voir maintenant les changements pour les entreprises. Très concrètement, pour ceux qui sont donc déjà titulaires d'attestation de capacité, il n'y a pas de gros changements. Et puis on verra aussi les quelques obligations complémentaires qui arrivent avec ce nouveau règlement. Comme je vous l'ai dit, ce règlement, il concerne tous les fluides frigorigènes, ce qui veut dire que pour acheter les fluides frigorigènes, pas uniquement du 134A ou du 404A, ou du 452 ou du 456A, mais également du RN34YF ou tout autre fluide dit naturel, je pense au Duracool, au Deepcool, au R744, il faudra être titulaire de l'attestation donc de capacité. Sans cette attestation de capacité, on ne pourra pas se procurer ces fluides frigorigènes. De même, on ne pourra pas les manipuler.
Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle donc, notion qui est introduite par ce règlement, c'est la notion de première charge, qui ne l'était pas auparavant, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, les constructeurs n'ont pas l'obligation, lorsqu'ils chargent donc, leur véhicule ou leur matériel, ce qu'on appelle la première charge, heu, d'avoir des techniciens formés avec une attestation d'aptitude. Là, le règlement donc dit installation, donc ce qui veut dire que première charge, on sera obligé donc d'avoir des techniciens qui soient titulaires d'une attestation d'aptitude. Bien sûr, de surcroît, pour la maintenance, la réparation, ou bien sûr, pour ce qu'on appelle les VHU, pour les démolisseurs, les véhicules hors d'usage, pour donc démanteler ces véhicules et récupérer le fluide frigorigène. Donc, en ce qui concerne les obligations pour la manipulation, on est donc toujours bien sur la catégorie 5 pour la climatisation véhicule et sur la catégorie 1 pour le froid routier, avec des attestations délivrées par un organisme agréé. Vous connaissez les différents organismes. La validité attestation donc, est toujours de 5 ans et je vous rappelle, c'est une attestation par entreprise. Si vous avez 3 agences à 3 endroits différents avec 3 numéros de SIRET, ce sont derrière donc 3 attestations différentes. Il y a toujours bien sûr la possibilité de se céder des fluides entre entreprises. L'achat de fluides frigorigènes en récipient jetable est interdit. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, puisque derrière, donc, normalement, ces récipients jetables sont interdits à la communauté européenne depuis donc bien longtemps. Mais aujourd'hui, la réglementation F-Gaz a été un petit peu plus loin en s'assurant de la traçabilité des contenants. Depuis le producteur jusque donc à l'importateur, en passant par le distributeur, il va falloir assurer une bonne traçabilité de ces contenants. Espérons que ça puisse mettre donc un terme à la vente de fluides frigorigènes dans les récipients jetables tels que ceux que vous voyez donc aujourd'hui à l'écran. Et je pense notamment aux fameux aérosols qui sont vendus aujourd'hui sur différents donc, sites de vente en ligne et qui derrière donc permettent à un certain nombre donc, de bricoleurs, ce que j'appelle de fond de cours, d'expliquer qu'on peut recharger facilement soi-même une clim en 5 minutes en achetant donc 20 euros ce que j'appellerais une bombinette, ou un aérosol de 134A ou de R134YF sur Internet. Les obligations en ce qui concerne derrière donc le personnel ne change pas. Il faut toujours que vos techniciens soient titulaires d'une attestation d'aptitude. Il vous faudra toujours détenir des outillages adaptés donc aux interventions et en quantité suffisante. Si vous avez bien sûr donc 5 techniciens, il est très difficile derrière, donc, lors de l'audit, d'expliquer que vous avez 5 techniciens avec un seul outillage et donc 2 interventions qui se font le même jour à des endroits différents. Maintenant, ces contrôles annuels des outillages pour donc, essentiellement, je pense là au VHU, donc la gestion donc des déchets, ben donc, une déclaration obligatoire maintenant donc, sur Track Déchets, ce qui est le cas aussi derrière des, réparateurs pour le froid routier. La traçabilité de tous vos mouvements de fluide frigorigène, tous les fluides frigorigènes que vous allez acquérir en fluide vierge, en fluide régénéré, l'édition et la conservation de tous vos documents d'intervention, fiches d'intervention, bien sûr les CERFA, notamment pour le froid routier, les bilans annuels des mouvements de fluide, avec la déclaration des stocks, l'enregistrement et le traitement des réclamations de vos clients, ça c'est nouveau. Lorsque vous avez un client qui vient donc porter réclamation parce que son circuit se retrouve vide au bout de quelques semaines, ben, il faut enregistrer, traiter la réclamation et donc bien sûr archiver donc ces enregistrements et toujours l'audit physique de l'organisme qui vous a délivré l'attestation de capacité. Donner accès aux clients à un registre donc des équipements, c'est donc notamment le cas dans le froid routier, où il faut être capable de mettre à disposition d'un transporteur pour lequel vous avez donc réalisé la maintenance d'un groupe frigorifique, en précisant quelle est la quantité, le type de fluide contenu dans l'équipement, les mouvements qu'il y a pu donc, qui ont pu intervenir. Alors, tout ceci se passe autour du document donc CERFA déclaratif, avec une précision de l'intervention. Est-ce que c'est une réparation, une maintenance ou un démantèlement, en identifiant l'opérateur, le technicien et l'outillage qui a été utilisé. Quels sont les changements pour les techniciens? De même
que pour l'attestation de capacité, les techniciens qui sont déjà donc titulaires d'une attestation d'aptitude ne vont pas, donc je dirais, avoir de changement dans leur pratique. On va voir quand même que pour les techniciens, il va y avoir une difficulté d'accès à certains fluides et quelques notions de renforcement du contrôle d'étanchéité. La durée de validité de l'attestation d'aptitude est maintenant limitée. Auparavant, on expliquait aux techniciens que son attestation d'aptitude, elle était à vie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sa durée de validité est limitée à 7 ans. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour les détenteurs d'une attestation de capacité avant mars 2024, ben, il faudra une remise à niveau, donc dans les 5 années à venir, donc au plus tard, le 12 mars 2029. Et puis, tous les 7 ans, il faudra derrière une réévaluation selon de nouvelles modalités. Je ne suis pas en mesure, dans l'immédiat, de vous préciser quelles seront les modalités de réévaluation, puisque on ne saura ça que dans quelques mois. Interdiction de dégazage dans l'atmosphère. C'était déjà le cas avec donc, le R134A, le 404A ou le 452A. Ce n'était pas forcément le cas avec le HFO R234YF, puisqu'il n'était pas dans la F-gaz. Il est dans la F-gaz, donc aujourd'hui, il est interdit de dégazer au R234, donc YF. De même, chaque fois qu'on va manipuler du R234YF, comme pour tous les autres fluides fluorigènes, il faudra établir une fiche d'intervention. Et il faudra, pour ce fluide fluorigène, utiliser des outillages conformes et déclarer à l'organisme évaluateur et tracer ces fluides-là. Le fluide vierge que vous avez acheté, les fluides récupérés, recyclés, les fluides récupérés, recyclés, réinjectés, ceux qui ont été stockés, et bien sûr établir un bilan en fin d'année. L'impact des quotas de fluides de fluorigène vierge, comme je vous l'ai dit, va créer de fortes tensions sur la disponibilité des HFC dès 2025. C'est-à-dire par une augmentation des coûts des fluides fluorigènes, que ce soit donc du HFC ou des mélanges HFC-HFO. Donc il faut à tout prix prioriser la récupération, le recyclage, comme vous l'avez vu aujourd'hui, que ce soit en climatisation ou en froid routier, on est capable, en circuit court, de les récupérer, de les recycler. Et lorsqu'on n'est pas capable de les recycler, eh bien, on les récupère et on les envoie à régénération. Et bien sûr, améliorer l'étanchéité des circuits. C'est là derrière donc la clé pour pouvoir réduire la consommation de fluides fluorigènes. Pour le froid routier, catégorie 1, après chaque réparation, ou tous les ans, il faudra bien sûr procéder à un contrôle d'étanchéité, comme c'est le cas aujourd'hui pour le 404A ou le 452 ou le 134A qui est chargé sur certains groupes, mais aussi pour les autres fluides qui vont apparaître sur le marché, donc à partir de 2027. Mesures d'étanchéité qui seront reportées sur le formulaire CERFA 15497 que les gens du froid routier connaissent bien. Pour la climatisation catégorie 5, après chaque réparation, on effectue une réparation, on doit donc obligatoirement faire un contrôle d'étanchéité. Et tous les ans, à partir de 2027, et ça c'est assez nouveau, pour les véhicules utilitaires lourds, les camionnettes, les engins agricoles, engins de TPE, exploitation minière, les matériels de construction, de manutention et autres, soit-il équipé au 134A ou du R234 ou tout autre fluide. Je viens de vous présenter, je dirais, l'ensemble des évolutions de cette F-gaz. Je vais maintenant laisser la parole à Fabrice qui va vous présenter l'accompagnement derrière de nos équipes EcoClim et le support EcoClim pour vous aider au quotidien à appréhender cette réglementation F-gaz. Pas être trop noyé dans tout ça. Donc les supports que propose EcoClim, d'ailleurs dans un premier temps, on va accéder aux réponses à vos questions concernant la réglementation. Donc sur l'ensemble de ce qu'on vient de voir, on pourra faire un petit bilan et puis vous expliquer un petit peu où vous en êtes et savoir ce qu'EcoClim vous a apporté comme réponse. Voilà. Donc vous allez, pour ce faire, aller avoir accès au site ecoclim.net. D'accord. Et dans ce site ecoclim.net que vous connaissez tous, vous pourrez aller à la rubrique service, voilà, qui est en haut sur le bandeau qui se situe en haut, et sur lequel vous aurez donc accès à la fois à cette présentation, à la fois aux questions, à tout le texte réglementaire complet,
et au dispositif qu'Ecoclim met en avant pour pouvoir vous aider. Donc ça va se décomposer de la façon suivante. Vous pourrez retrouver en nous contactant tout ce qui est réglementation, toutes les normes, tout ce qui est mise en conformité, et on saura vous aider d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que vous nous expliquerez où vous en êtes. Vous pouvez nous appeler directement au service clientèle, donc vous avez le numéro qui s'affiche. Et là, on fera un petit point avec vous et vous nous direz ce qui vous manque pas et on vous accompagnera dans vos démarches. Voilà. Donc, vous avez également accès au site News EcoClim. Là, avec carrément un fil d'actualité concernant la clim sur lequel vous pourrez retrouver effectivement des questions. Vous avez des choses sur les méthodes de manipulation, sur les détections de fuite, sur les choix des machines, sur tous les produits qu'on est capable de vous proposer et les services évidemment qui les accompagnent. Voilà. Vous pouvez nous suivre également sur LinkedIn, professionnellement, où là, c'est une fois de plus, vous allez retrouver des échanges d'expériences, des liens sur des sites directement pour avoir un petit peu plus d'informations et pour pouvoir vous documenter. Voilà. On va vous parler un petit peu d'EcoClim, si tu veux, donc Oui, je oui, vais vas-y. faire la présentation. Alors, EcoClim Fluid, donc certains d'entre vous connaissent derrière ce logiciel. C'est le logiciel donc des professionnels de la climatisation véhicule et du froid routier qui a été donc développé par SLDC. Ce logiciel, c'est en fait aujourd'hui, il a été mis donc à jour pour pouvoir répondre aux exigences à la fois du code de l'environnement, mais également pour répondre aux évolutions de cette FGAS 3. Comme je vous l'ai dit, il est donc tout à fait compatible à la catégorie 1 en ce qui concerne le SAV du froid routier et à la catégorie 5 en ce qui concerne la climatisation véhicule. En fait, ce logiciel, il permet quoi? Il permet d'avoir une gestion globale de votre parc outillage, donc à la fois sur la conformité, sur la maintenance, sur le contrôle. Il vous avertit aussi derrière donc, de la période de renouvellement, donc de la maintenance ou du contrôle. Il permet de suivre les attestations donc, de vos techniciens, de tracer tous vos mouvements de fluide, les fluides vierges que vous allez derrière donc, acquérir, les fluides que vous allez céder. Il va aussi derrière calculer donc, et vous aider à établir les bilans des fluides donc, qui seront manipulés tout au long de l'année et vous permettra aussi donc de conserver tous vos documents d'intervention, que ce soit les fiches d'intervention ou les CERFA. Je vous l'ai dit, édition des bilans annuels des mouvements de fluide, accès au registre d'exploitant, ça c'est surtout intéressant aujourd'hui pour les gens qui sont dans le froid routier, et il vous permettra en direct, je pense donc au froid routier mais aussi au VHU, de traiter directement vos déchets, puisque il est relié directement à Track Déchets. Voilà, c'est ça. Pour se conformer à tout ça, il y a également notion d'outillage. D'accord? Donc, je vous rappelle que l'ensemble de nos stations est conforme à la réglementation. D'accord? Heu, et au code de l'environnement, évidemment. Donc, on va retrouver, c'est juste un petit rappel, la gamme des nomades pour nos clients qui interviennent sur site. D'accord? La gamme nomade, donc les véhicules pour le SAV. Et nous aurons également décliné la gamme workshop, qui est plus une utilisation réservée à l'atelier. Voilà, véhiculable ou non transportable. Ça se concerne donc les stations de climatisation pour la catégorie 5. Nous avons également pour la catégorie 1, Jean-Marc en a parlé précédemment, des centrales qui permettent la régénération des 404 et 452, qu'on appellera la gamme RF. Vous pouvez les voir aussi derrière nous pour quelques exemples. Je vous rappelle qu'on a un service après-vente qui couvre 100% du territoire, donc avec 4 techniciens qui se déplacent chez vous, à la fois pour la maintenance de votre outillage, mais également pour les réparations, si nécessaire. Nous avons toujours notre centre de formation, donc agréé Calliope, qui me permettent de former les techniciens de catégorie 5, donc sur la climatisation, avec différentes formules. Les gens qui sont aguerris pourront passer directement le certificat d'aptitude. Pour l'ensemble des autres, plus globalement, on va travailler sur 3 jours, à peu près moitié théorie, moitié pratique. Donc, nos techniciens à former arriveront chez nous
Ils passeront, en général, c'est mardi, mercredi, jeudi, en formation et ils passeront l'examen le vendredi matin, ce qui fait qu'ils rentreront chez vous complètement formés. Voilà. Concernant le site internet ecoclim.net, que vous connaissez tous, on va retrouver donc de toute façon les détails sur l'outillage dont je viens de vous parler, mais vous aurez également le moteur de recherche de la pièce de rechange que vous connaissez un petit peu plus, donc sur tout ce qui est les gammes VL, poids lourd, TP agricole. Et vous retrouverez un certain nombre d'informations, bah, notamment sur l'information dont je viens de vous parler précédemment, mais également d'un petit peu dans les nouveautés, la fabrication des flexibles, d'accord, ou au modèle ou, ou sur mesure, et effectivement toute la partie service après-vente pour l'outillage. Donc vous retrouverez tout ça sur mon site internet qui est ecoclim.net, où je vous le rappelle, vous avez également accès à l'ensemble de ce qu'on vient de présenter. Nous venons de vous présenter là donc, Fabrice vous a présenté, beh, le dispositif qu'on a mis en place et donc tous les moyens qu'on met à votre disposition pour pouvoir appréhender cette évolution de la réglementation F-gaz, la F-gaz 3. Si vous avez quelques questions, donc, ce que je vous propose, c'est de les envoyer par texte, donc, sans trop tarder. Je me retourne vers Emma et vers Chloé qui nous accompagnent. Nous avons quelques questions qui ont été posées. Je vais les récupérer et puis donc, on va essayer d'y répondre. Alors, même si nous n'arrivons pas à répondre à toutes vos questions, ne soyez pas inquiets. On les traitera donc, après cet échange et les réponses vous seront derrière, donc seront publiées sur notre site, donc, les News EcoClim. Voilà, et vous pouvez toujours nous retrouver, nous appeler au service clientèle. Je vous rappelle le numéro, donc, au 05 34 480 488, avec les intervenants que vous avez l'habitude d'avoir au téléphone et qui sauront répondre à ce type de questions. Oui, très clairement, oui. Ça veut dire qu'en cas derrière, donc si vous tombez sur un auditeur qui est donc, je dirais jusqu'au boutiste, il va vous demander derrière donc, d'accéder à la fiche d'intervention que vous avez établie et il va vouloir donc retracer, derrière donc, je dirais, heu, retrouver l'ensemble des données, que ces données derrière donc, concernent le véhicule, ou qu'elles concernent derrière son propriétaire et donc oui, malheureusement derrière donc, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas commencé à commercialiser les machines au 456A, mais je peux vous confirmer que, donc, cela sera le cas. Si vous souhaitez des machines au 456A, nous sommes donc, aujourd'hui, heu, totalement donc, ouverts à pouvoir vous les fournir, même si vous connaissez notre position sur le 456A et nous pouvons vous en fournir. Comme il a passé son attestation d'aptitude en 2017, donc, il faudra que d'ici donc 2029. 2029, il est derrière, donc il sera venu nous voir. Ce sera sur une journée. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui quel sera le contenu, puisque on attend un petit peu donc tous les détails, on attend les détails de cette réévaluation. Pas encore. Cela sera le cas dans les semaines à venir, mais pour l'instant, on ne peut pas s'inscrire puisqu'on ne connaît pas le contenu. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'effectivement les véhicules qui donc, sont majoritairement, je dirais dans ce que j'appelle donc la réparation hors concession, sont des véhicules qui sont quand même donc, majoritairement au 134A. Hein, donc le 1.3.4, oui, bien sûr, le nombre de véhicules augmente donc chaque année, mais donc, reste quand même donc, le 134A reste quand même majoritaire. Tout dépend. Les stations 134A qui ont été donc, produites, les stations EcoClean qui ont été produites par SNDC depuis maintenant donc, 10 ans, donc, sont tout à fait recyclables en E34YF.
je vous conseillerais quand même d'attendre parce qu'on va quand même avoir du 134A pendant encore quelques années, mais oui, elles sont tout à fait modifiables. Seul inconvénient, il faut les retourner derrière donc chez nous. Pourquoi? Parce qu'on doit les repasser, si vous voulez, derrière donc en épreuve, puisque c'est ce qu'on appelle la DESP, la directive des équipements sous pression, qui nous impose de repasser les machines en essai, mais elles sont rétrofitables. Vous allez vite comprendre, au 134A, les pressions ne dépassent guère les 21-25 bars, hein. Au 744, on est plus proche donc des 130-140 bars. Ça veut dire que les pressions sont beaucoup plus élevées, les composants sont totalement différents, que ce soit le compresseur, que ce soit derrière les échangeurs, ce sont 2 circuits différents. Donc on ne peut pas utiliser derrière donc, du R744 dans un circuit 134A. Bien sûr, il va falloir donc se poser ces questions dès que la pénurie ou avant que la pénurie n'arrive. Je vous ai parlé du 456A. Quelle est notre position aujourd'hui? Vous la connaissez. Nous préférons attendre d'avoir donc de savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ce fluide frigorigène, on peut derrière le mettre en lieu et place d'un circuit R134A? Que va décider, donc que va contenir la norme SAE sur le rétrofit du 134A au 456A? Quelle va être la position des équipementiers? Quelle va être la position des constructeurs? On attend d'avoir tout ça un petit peu pour, quelle va être aussi la réaction des autres producteurs de fluides? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec 4-5 fluides qui seront derrière, tous compatibles au, circuit R134A? On attend un petit peu de voir avant de se prononcer. Bah, écoutez, si vous avez d'autres questions donc, dans les heures et les jours à venir, n'hésitez pas à nous les transmettre. Cet échange sera disponible dans les jours à venir sur notre site donc, ecoclim.net ou via notre site ecoclim.net ou sur les news Ecoclim, que je vous conseille de consulter parce qu'il y a pas mal d'informations sur ce site qui est mis à jour régulièrement. Nous vous remercions à tous donc d'avoir participé à cet échange. À très bientôt et n'hésitez pas à prendre contact avec nous.